Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Olivier Dussopt, ministre chargé des comptes publics. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. La troisième dose, le risque d'inflation, où va notre économie, la flambée en Guadeloupe, la campagne gauche-droite, la Macronie, autant de questions que nous allons aborder. Commençons peut-être par la politique, avec cet échange d'hier qui fait beaucoup causer, qui a fait beaucoup parler hier, c'est Jean-Christophe Lagarde. Est-ce qu'il a dérapé en évoquant Éric Zemmour, qui se revendique du RPR? Je rappelle la phrase, si Monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête. Alors Lagarde s'est excusé ensuite, mais tout de même, c'est une faute politique, c'est indigne, c'est quoi selon vous? C'est un dérapage, c'est clair, mais franchement, la politique mérite mieux et j'essaye de ne pas commenter ce genre de choses, tout simplement. Ouais. C'est un dérapage, point barre. Oui, point barre, un dérapage. Oui, mais est-ce que ça représente un petit peu le climat actuel du débat politique? Justement, on n'est peut-être pas obligé de s'y prêter, tout simplement. Et en tout cas, je fais attention à ne pas m'y prêter. Bon, d'accord. Donc, mais vous condamnez quand même, quoi. Évidemment. Oui. Le Covid, face à la 5e vague, qui est fulgurante selon les mots de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, la stratégie du gouvernement reste la même, c'est inciter à la vaccination. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre les tests gratuits, comme le demande par exemple Yannick Jadot dans un premier temps, pour voir où on en est? Les tests ont été gratuits pendant 18 mois. Oui. Et c'est le seul pays en Europe, avec le Danemark, nous sommes le seul pays à avoir pratiqué la gratuité des tests. Et le vaccin est gratuit. Les 2 doses sont gratuites et la 3e dose de rappel est gratuite aussi pour tous ceux qui sont autorisés à cette 3e dose. Nous sommes le pays qui pratique le plus de gratuité et qui rend le plus disponible et accessible l'ensemble des traitements et des protocoles contre le virus du Covid. La question n'est pas de revenir à la gratuité du test. Bon, la question c'est que tout le monde se fasse vacciner. Ça l'est pour les personnes qui ont le pass et qui sont cas contact. Vous avez raison de le préciser, les tests sont gratuits pour les personnes qui sont vaccinées et ils sont gratuits sur prescription médicale. Oui. Voilà. Et ils sont aussi gratuits pour les mineurs. Oui. Voilà. Mais bon, il n'est pas question de le relancer là. Je ne pense pas que ce soit opportun. La vraie réponse, c'est la vaccination. C'est ce qui est le plus efficace. C'est la seule solution pour endiguer cette épidémie. Où en est-on des vaccins et le coût, vous qui êtes en charge quand même des comptes publics alors? Le coût n'a pas changé et nous l'avons indiqué à plusieurs reprises. Oui. À l'échelle de l'année 2021, le coût de la campagne de vaccination va s'élever autour de 5 milliards d'euros. Et nous avons inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 un peu plus de 3,5 milliards d'euros pour financer la 3e dose. Si nous devions avoir besoin de plus de crédits pour vacciner, nous trouverons les crédits. C'est le meilleur investissement possible pour la santé des Français et pour la santé de l'économie. Oui. La situation en Guadeloupe, est-ce qu'elle vous inquiète? Alors là, justement, il y a beaucoup de gens qui refusent de se faire vacciner. Et à cela s'ajoute une grogne sociale, une désespérance d'une certaine jeunesse. Je crois que plusieurs sujets sont entremêlés les uns les autres, avec une question sur l'obligation vaccinale, et cela relève des compétences du Premier ministre et du ministre de la Santé, avec aussi une volonté d'agitation organisée par quelques minorités, quelques organisations minoritaires en tout cas, qui souhaitent mettre à profit, si l'on peut dire politiquement ou socialement, une période d'inquiétude. Ce qui compte, c'est le retour au calme. C'est le retour au calme, c'est le maintien de l'ordre, et moi je pense aux gendarmes et aux policiers qui sont mobilisés, je pense à tous les agents de l'État qui parfois sont pris à partie et à qui je vais dire ma solidarité. Oui, alors pour l'instant la première réponse c'est l'envoi de troupes supplémentaires GIGN et RAID. Est-ce qu'il ne faut pas non plus apporter une autre réponse? Parce que vous avez vu, ça fait tache d'huile, la Martinique, mouvement de grève générale aussi aujourd'hui. Le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement sont mobilisés sur cette question-là, et un certain nombre de réunions, de concertations sont en cours ou vont avoir lieu. Il faut faire les choses dans l'ordre. Ce que je dis, ce que je répète, c'est que le maintien de l'ordre est quelque chose de tout à fait fondamental. Je pense que sans ordre, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de progrès possible. Je pense aussi, je le répète, à l'ensemble de ceux qui sont victimes de ces violences, victimes de ces dégradations, et tout particulièrement aux agents de l'État qui sont pris à partie. Oui, mais là, alors que nous sommes en pleine discussion sur le budget 2022, le Sénat, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y aura pas un effort à faire pour tous ces territoires, Guadeloupe, Guyane, Martinique? Nous portons déjà une attention très particulière aux territoires d'outre-mer, que ce soit des collectivités, des départements. Il y a des dispositifs spécifiques d'accompagnement en matière de fiscalité, en matière de soutien à l'investissement. Et dans le cadre du plan de relance, nous avons veillé à ce que l'ensemble des territoires d'outre-mer soient particulièrement concernés, soient accompagnés, à la fois face à la crise et à la relance. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que socialement... Si je peux finir ma phrase. Oui, allez-y. J'ajoute que dans le cadre des aides d'urgence que nous avons mises en place,
les dispositifs d'urgence sont restés bien évidemment activés dans les territoires d'outre-mer dès lors qu'il y avait confinement, dès lors qu'il y avait couvre-feu, en tout cas dès lors qu'il y a des contraintes liées à la situation sanitaire. Oui, c'est quand même très important. Oui. À propos, tiens, de plans financiers et d'aides, qu'en est-il aussi des remboursements, en fait, des aides que vous avez mises en place? Certains demandent un allongement supplémentaire. Il y a deux questions quand on parle du remboursement d'un certain nombre d'aides. Il y a d'abord la question des prêts garantis par l'État. Et nous sommes encadrés par des règles européennes. Un prêt garanti par l'État ne peut pas excéder 6 ans. Quelles que soient les conditions, il faut qu'il soit remboursé sous 6 ans. Et même lorsque la première échéance de remboursement est décalée de 1 ou 2 ans, comme c'est possible avec le PGE, c'est une durée maximale de 6 ans. Et nous avons obtenu avec Bruno Le Maire que pour les entreprises les plus en difficulté, qui se placent sous la protection d'un tribunal de commerce, cette durée puisse être, sous l'autorité du juge, quelque peu allongée. Et puis il y a un deuxième sujet de remboursement, et j'ajoute que nous avons aussi d'autres outils comme le prêt participatif ou le fonds de transition pour accompagner les entreprises directement concernées. Et puis il y a un deuxième sujet quand on parle de remboursement. Pendant la crise du Covid, nous avons reporté beaucoup d'échéances de cotisations sociales, tant pour les indépendants que pour les sociétés. Une partie de ces échéances ont été annulées pour les entreprises bénéficiant d'exonération pendant les périodes de fermeture. Pour le reste, il s'agit désormais d'apurer cette dette sociale. Habituellement, quand vous êtes un chef d'entreprise ou un indépendant et que vous avez une dette auprès de l'URSSAF, on vous propose un plan d'étalement de 6 mois. J'ai fait en sorte, j'ai donné l'instruction, que les plans d'étalement soient au minimum de 12 mois et puissent aller à 36 mois. Et je signerai dans les prochains jours un décret qui permettra non seulement d'aller jusqu'à 36 mois, mais même d'aller jusqu'à 5 ans, donc 60 mois, pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, les entreprises qui sont les plus concernées par la crise, ça concerne, celles qui ont fait l'objet de fermeture, et pour les entreprises des territoires d'outre-mer, pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment. Oui, alors on avait dit qu'il n'y avait pas eu justement beaucoup de fermetures d'entreprises par le plan qui avait été mis en place, le quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nouveau en fait des faillites ou est-ce que c'est très limité encore? Les chiffres dont nous disposons montrent que le nombre de défaillances d'entreprises, que ce soit des liquidations ou des redressements, parce que ça couvre les deux, reste très bas. Reste très bas parce qu'il y a un accompagnement. À peu près, vous avez un chiffre On va être, je pense, mais c'est une estimation, en 2021, sur des chiffres à peu près identiques que ceux de 2020, c'est-à-dire autour de 30-35 000 défaillances. C'est très bas par rapport à la moyenne habituelle. C'est dû aux outils d'accompagnement. Et puis c'est aussi dû au contexte que nous connaissons. Nous avons aujourd'hui la croissance économique la plus élevée de la zone euro. Les hypothèses sur lesquelles nous travaillons sont une croissance économique de 6,25%, ce qui est la plus élevée depuis plus de 40 ans, et beaucoup d'organismes, le FMI, la Commission européenne, la Banque de France, pensent que nous serons plutôt entre 6,5 et 6,7. Est-ce que vous craignez de l'inflation? Et il y a de l'inflation. La question n'est pas de la craindre. Il y a de l'inflation, et notamment sur cette dernière partie de l'année, tirée par les prix de l'énergie, tirée par les difficultés d'approvisionnement en matières premières qui sont liées à la reprise. Quand il y a une reprise très forte, les appareils de production de matières premières ne sont pas nécessairement dans certains secteurs calibrés. Donc il y a de l'inflation. Face à cette inflation, nous apportons des réponses. La première réponse a concerné les ménages les plus fragiles, ceux qui bénéficient déjà du chèque énergie, 5,8 millions de ménages, avec un chèque énergie spécial exceptionnel de 100 €. Et puis nous mettons en place une indemnité inflation. Alors qui a été retoquée par le Sénat, mais elle va passer quand même cette semaine. La majorité à l'Assemblée nationale va la réinscrire dans le texte. Le Sénat a fait un choix. Nous proposons d'attribuer 100 € à 38 millions de personnes. Eux ils disent qu'il faut mieux cibler les choses. Le Sénat dit 150 € de prime d'activité, mais pour 6 à 7 millions de personnes. Et avec le dispositif du Sénat, ni les retraités, ni les travailleurs indépendants ne seraient aidés par cette prime inflation, cette indemnité inflation. C'est un drôle de choix qui a été fait, que je ne comprends pas, mais l'Assemblée nationale, en tout cas la majorité à l'Assemblée nationale, va rétablir cette disposition pour que les Français qui en ont besoin puissent être accompagnés. Il y a un dernier point que je veux souligner, parce qu'il est énorme, c'est que nous avons mis en place un dispositif pour bloquer les tarifs de l'électricité, pas une augmentation supérieure à 4%, et bloquer les tarifs du gaz. Cela représente plus de 8 milliards d'euros de soutien à l'échelle d'une année entière. On espère évidemment que les cours vont un peu rebaisser, mais si ça s'applique toute l'année, c'est 8 milliards d'euros. L'indemnité inflation, il y aura une autre aide ou pas, non? Vous savez, nous sommes aussi le seul pays à accorder une aide de 100 € par ménage. Je vous pose en fait la question, parce que c'est vrai que... nous sommes le seul pays à coupler à la fois une aide de 100 € pour 38 millions de personnes et le fait de bloquer les prix du gaz et de l'électricité avec ce dispositif fiscal qui peut coûter jusqu'à 8 milliards d'euros. Quand on regarde ce que l'État engage en termes de plafonnement des prix, donc de baisse de fiscalité, comme en termes d'indemnité, entre
Le mois de septembre 2021 et la fin 2022, nous engageons 12 milliards d'euros. Ouais. Et la hausse des prix de l'énergie, puisqu'on en parle parfois, rapporte aussi quelques taxes, 4 milliards. La différence, c'est 8 milliards perdus pour l'État. Oui, et dans le même temps, alors beaucoup dans énormément de secteurs voudraient des revalorisations salariales, et les patrons, il y a eu les discussions, hein, il y a quelques jours par exemple avec les patrons de l'hôtellerie, de la restauration, qui disent oui mais nous on ne peut pas non plus, ou alors il faudrait nous baisser l'ensemble de nos cotisations, parce qu'on a trop de charges, quoi. D'abord, nous avons fait le choix de renvoyer effectivement à des accords de branche, et je rappelle qu'avec ce gouvernement, tous les salaires au niveau du SMIC, il n'y a plus de cotisation patronale. Il n'y en a plus. Nous les avons supprimés avec les allègements généraux. Et jusqu'à 1,6 SMIC, il y a un système d'exonération qui est beaucoup plus généreux qu'auparavant. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça bloque en fait un petit peu, parce que si on augmente un petit peu plus évidemment les salaires dans certains secteurs. Déjà si dans certains secteurs, si on passait du SMIC à 1,6 SMIC, ça changerait la vie de beaucoup de gens concernés. Mais ce que je veux dire et insister, c'est qu'avec le CICE que nous avons transformé en allègement général de charges, qui plus est renforcé, il n'y a plus de cotisation patronale. Donc la balle est dans le camp, Olivier Dussopt, des patrons. La balle est dans le camp des organisations professionnelles, des branches professionnelles. Le gouvernement a pris un certain nombre de décisions que j'ai rappelées, accompagne les plus fragiles. Nous avons revalorisé, il y a déjà plusieurs mois, les minima sociaux de ceux qui ne pourront pas retourner sur le marché du travail. C'est évidemment le minimum vieillesse, mais aussi l'allocation adulte handicapé. Donc nous faisons notre part du chemin, et c'est aussi au dialogue social qu'il faut faire confiance. Est-ce que la politique familiale est en danger, comme le disent en fait certains là? Je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas en quoi. Nous avons la chance d'avoir une remise en cause. Donc, une remise en cause de quoi? Sur les impôts, sur les aides, en fait. Mais dites-moi quoi? Précisément, c'est le rapport de l'inspection générale des finances. Mais un rapport n'est pas une politique. Oui, bien sûr, je sais. Vous vous comportez comme certains sénateurs dans le débat budgétaire qui agitent des peurs sans agiter, sans regarder s'il y a des décisions de prise. Il n'y a pas de décision prise, au contraire. Qu'avons-nous fait en matière de politique familiale? Bien souvent, s'il n'y a pas ces sénateurs ou en fait des journalistes pour vous poser les questions, en fait, les auditeurs se demandent en fait ce qui va se passer. Vous faites dans votre coin les choses. S'il y avait moins de questions, parfois il y aurait moins d'angoisse. Attendez, vous-même avant de faire. Attendez, Olivier Dussopt, avant de faire un budget, vous vous posez des questions. Je me pose des questions, mais j'agite pas des fausses peurs, tout simplement. Et en matière de politique familiale, c'est ce gouvernement qui a allongé le congé paternité à 28 jours. C'est aussi ce gouvernement qui, dans les prochaines semaines, va accompagner les naissances dans les quartiers politiques de la ville, les zones de revitalisation rurale, avec une bébé box pour accompagner les parents pendant les 1000 premiers jours. Donc la politique familiale est plutôt positive. Ce rapport à la poubelle alors? Il n'y a pas de rapport qui passe à la poubelle. Les rapports, ils nourrissent la réflexion, mais les rapports ne font pas des politiques. Dites-moi, à propos de fonctionnement d'économie, j'ai vu que vous alliez rencontrer des lycéens. Pourquoi? C'est-à-dire parce qu'ils ont besoin de savoir comment fonctionne notre économie, quoi qu'il en coûte, etc. Il y a dans le cadre des programmes scolaires des modules d'initiation, de découverte de l'économie, de la vie citoyenne. Et à Bercy, nous avons produit un certain nombre de supports pédagogiques. Et j'ai effectivement, la semaine dernière, et nous allons le refaire, rencontré des classes de lycéens et de collégiens. Il y avait une classe de 3e au lycée François Villon. Oui, parce que au lycée, il y a de l'économie pour une partie, en fait. Une partie qui choisit cette option. Pourquoi il n'y a pas d'ailleurs, vous ne poussez pas pour qu'il y ait un minimum d'économie au collège, par exemple? C'était le lycée François Villon. Et le lycée François Villon, dans le 14e arrondissement, qui est un établissement avec une proviseure et une équipe assez exceptionnelle, accueille des collégiens, parce que c'est une cité éducative collège-lycée, une cité scolaire, pardon, et certains élèves de 3e ont des options économie, et je dois dire que pour leur avoir présenté le budget et la manière dont il est fait, parce qu'il est évident qu'on ne fait pas de politique dans un lycée, mais on présente comment les choses se passent. J'ai été plus qu'agréablement surpris par la pertinence des questions, leur nombre et l'intérêt qu'ils portent à ces questions-là. Dites-le à Jean-Michel Blanquer pour qu'il essaie de mettre un petit peu d'économie. Oui, il le sait, mais en tout cas, ça ne se fait pas. Vous voyez qu'on a raison de se poser en fait de temps en temps des questions. Vous êtes président de Territoire de Progrès. C'est l'aile gauche un peu de ce gouvernement. Et de la majorité. Vous allez tenir une convention samedi prochain. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez peser en fait dans la suite? Nous sommes un jeune parti, membre de la majorité. Nous participons aussi à la maison commune, à cette unité de la majorité. Et c'est normal qu'un parti se travaille, réfléchisse sur les questions de fond et permette de solidifier son corps politique et ses propositions. Et notre objectif est évidemment d'aller chercher en fait d'anciens socialistes, tous les sociodémocrates, tous les progressistes
qui aujourd'hui souhaitent la réussite du quinquennat. Vous allez aspirer les derniers socialistes pour Anne Hidalgo. Ils sont tous les Vous allez l'asphyxier. Et tous ceux qui souhaitent qu'Emmanuel Macron soit réélu et que la France puisse continuer sur sa lancée sont évidemment les bienvenus. Oui, Anne Hidalgo, justement. Est-ce qu'il, si vous étiez encore aujourd'hui au PS, vous penseriez pour la débrancher pour passer un autre candidat ou pas? La question ne se pose pas, je ne suis plus au PS. Non, mais vous avez des amis en fait encore au PS? J'ai beaucoup d'amis au Parti Socialiste à qui je dis que les portes de la majorité sont ouvertes. Oui, mais il faut encore un PS aujourd'hui, non? Dans la vie politique, pour qu'il y ait un peu d'équilibre. À condition qu'il soit utile et la démonstration n'est pas faite. Bon, et c'est pas la bonne candidate, quoi. Je ne sais pas. Le bon candidat, c'est Emmanuel Macron. Bon. Point barre. Ouais, point barre. Vous voulez pas parler d'Anne Hidalgo. Donc vous ne l'auriez pas choisi, quoi. Hein. La question ne se pose pas, je vous l'ai dit tout simplement. Bon, Olivier Dussopt ne répondra pas à ma question. Ministre en charge des comptes publics était l'invité ce matin de Sud Radio.